Vincent Lemire, vous revenez dans votre livre Au pied du mur sur une page, disons-le, plutôt méconnue du grand public. Vous racontez comment au lendemain de la guerre des 6 jours, dans la nuit précisément du 10 au 11 juin 1967, les habitants du quartier maghrébin de Jérusalem sont évacués par l'armée israélienne. Le quartier est rasé pour laisser place à l'esplanade des mosquées qui s'étend aujourd'hui au pied du mur des Lamentations. Alors pour commencer et voir pourquoi c'est passé sous silence, comment est né ce quartier ? Ce quartier, il a été créé en 1187, effectivement, par Saladin et son fils. Donc il a un fondateur prestigieux. Saladin reconquiert la ville sur les croisés. La ville est complètement dépeuplée, en partie désurbanisée. Les croisés ont expulsé les chrétiens orientaux, les juifs et les musulmans, donc il ne reste plus grand monde. Et donc Saladin doit repeupler et réurbaniser cette ville. Il va faire venir beaucoup de communautés. Il va faire revenir par exemple les communautés juives d'Ashkelon, les chrétiens syriens, et il va essayer aussi de réislamiser la ville, de la re-sanctifier et donc de redynamiser les pèlerinages. Et évidemment, l'enjeu principal, c'est de faire venir des pèlerins de très loin, et en particulier du Maghreb. Et pour les faire venir, c'est pas c'est pas le pèlerinage en avion, on part une semaine. C'est des mois et des mois de voyage. Et quand on arrive, il faut se loger, il faut être soigné, il faut être nourri. Et il faut se souvenir que jusqu'au pèlerinage par avion, les pèlerins arrivent par bateau à Jaffa et ils s'arrêtent toujours à Hébron et à Jérusalem, sur la route de la Mecque, à l'aller ou au retour. Ça fait vraiment partie du chemin du pèlerinage. C'est une étape, c'est d'ailleurs le moment où on se met en état de pureté avant d'arriver à la Mecque. Et donc il faut, encore une fois, il faut loger tout ce petit monde. Il faut parfois même payer les frais d'inhumation si certains pèlerins viennent à mourir, parce que ça arrive. Ouais. Et puis ce quartier, donc fondé au XIIe siècle, il va exister pendant 800 ans. 800 ans pratiquement, jusqu'en 1967. Alors, comment croire, dites-vous, que 15 entrepreneurs privés rasent un quartier historique sans aucune autorisation? Vous racontez donc comment Israël a tenté de dissimuler cette destruction préméditée et planifiée selon vous. Sur quels éléments vous vous êtes basé pour nous raconter cette histoire? En fait, aucun historien sérieux ne croyait à cette fable des 15 entrepreneurs exaltés qui, le samedi soir du 10 juin, juste après la fin de Shabbat, arrivent avec leur bulldozer et l'armée ferme les yeux et ils détruisent le quartier. C'était vraiment Mais il fallait le documenter. Les archives militaires ne disent rien, comme souvent. Les archives gouvernementales, pas grand-chose. On a un conseil des ministres le lendemain où Lévi Eshkol fait un peu semblant de découvrir ce qui s'est passé. Et moi, j'ai utilisé ma méthode habituelle, c'est-à-dire que je vais dans les couches les plus profondes de la documentation, dans les archives très techniques dont personne ne se préoccupe généralement. Et notamment la diplomatie française, d'ailleurs. Alors moi, la première preuve, c'est dans les archives municipales, les séries des travaux publics. On ne peut pas détruire 135 maisons sans qu'il y ait des problèmes logistiques. Municipalité, de Grava, etc. Et j'ai trouvé en fait dans ces archives le compte-rendu d'une réunion du 9 juin où en fait on liste toutes les actions urgentes à réaliser. Avec le maire de la ville et le commandant militaire Teddy Kollek et Uzi Narkis qui est le commandant de la zone militaire de Jérusalem, et on prévoit de détruire le quartier le lendemain, sachant que c'était un projet de beaucoup plus long terme. Ça faisait des décennies que... Il faut recontextualiser, pas au XIIe siècle, mais en tout cas dans les années 50-60, la France est encore puissance coloniale, Maroc, Tunisie, Algérie. Comment ça se passe jusqu'en 1962 pour la France? C'est du soft power, c'est une puissance musulmane pour la France au Maghreb et au Moyen-Orient? Ouais, ça c'est une petite période de l'histoire du quartier maghrébin, mais qui est effectivement très très passionnante. De 1948 à 62, la France va en fait s'ériger en tutelle protectrice de ce quartier, parce que c'est un quartier maghrébin, et donc pour la puissance coloniale au Maghreb, c'est un quartier français, et ce sont des ressortissants français. Et il y a vraiment tout ce discours autour de la France comme puissance musulmane et puissance islamique, assez plaisant à rappeler aujourd'hui, en 2022. Et c'est pas un discours tenu par quelques intellectuels. C'est Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, etc. La France doit s'assumer comme une puissance islamique parce qu'elle a un empire en terre d'islam, et donc elle doit défendre les lieux saints musulmans avec la même vigueur qu'elle défend les lieux saints catholiques. Et que se passe-t-il en 1962 à l'indépendance de l'Algérie? En 1962, évidemment, la France se tourne le dos au quartier, de même qu'elle elle tourne le dos à ses anciennes colonies du Maghreb. Et ce qu'il faut dire, qui est un petit peu plus gênant pour les États du Maghreb, c'est qu'en fait, ils ne reprennent pas le flambeau, en charge. Pour eux, c'est un héritage colonial, c'est un héritage impérial. C'est des
pieux pèlerins musulmans. Ils sont en train de construire, je parle pour l'Algérie par exemple, la glorieuse nation socialiste. C'est pas vraiment leur... Et puis, ils essaient de construire un État, il y a une quasi-guerre civile. Donc, en fait, en 62, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ne reprennent pas, en fait, la protection des quartiers. C'est pour ça que vous dites que votre livre, il va pas plaire à beaucoup de monde, d'abord ni à Israël, ni à la Jordanie, ni aux États du Maghreb, et ni donc à la France, qui, dites-vous, a laissé faire. Juste une petite question, on a vu tout à l'heure, à travers des illustrations, dans cette émission, le drapeau du Maroc qui flotte aujourd'hui. Depuis quand? Racontez-nous. Même s'il y a eu la normalisation entre le Maroc et Israël, ça surprend. C'est des images qui ont été tournées il y a quelques jours par l'AFP sur place. Alors on est tout en bordure du quartier maghrébin, d'accord, dans le dernier bâtiment qui est resté debout, parce qu'il est un petit peu à l'arrière sur le talus. Donc on n'est pas évidemment sur le parvis du mur occidental. Et effectivement, sur le toit, il y a un drapeau marocain qui flotte. Alors on ne peut pas imaginer que les autorités israéliennes ne soient pas au courant. Je veux dire, on ne hisse pas un drapeau d'un autre pays qu'Israël impunément dans la vieille ville de Jérusalem. Par exemple, on ne hisse pas de drapeau palestinien. Oui, mais est-ce à dire que le Maroc a gardé plus de liens avec ce quartier maghrébin que les autres pays, par exemple? Oui, c'est très clair, pour des raisons... alors je pense pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses aussi. Le roi du Maroc préside le comité Al-Quds, il est un des commandeurs des croyants. Enfin, il considère qu'il a un mandat particulier de protection des lieux saints musulmans en Orient, on va dire, en Terre Sainte, en particulier à Jérusalem. Et c'est vrai que le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, continue de s'occuper de cette communauté relativement plus, on va dire, que la Tunisie et l'Algérie. C'est pour ça que d'ailleurs, ce quartier, parfois, cet ancien quartier, on l'appelle parfois le quartier marocain. Vincent Lemire, je vous demandais tout à l'heure, à l'époque 135 familles, que sont devenus aujourd'hui leurs descendants? Est-ce qu'ils vivent toujours dans cette partie de Jérusalem? Alors, ils sont soit dans la vieille ville de Jérusalem, ou à Silouane, ou à Chouafat, ou à Beit Hanina, Jéricho. Certains sont rentrés au pays, entre guillemets. Ouais. Mais à Jérusalem et en Palestine, on en croise beaucoup. Ils connaissent leur histoire, les plus jeunes? D'abord, ils s'appellent Al-Tounsi, Al-Marakchi, Al-Jazairi. Pour cela, c'est... Al-Fassi, voilà. Ou alors juste Al-Maghribi, c'est-à-dire un patronyme plus Al-Maghribi. Donc, ils sont vraiment extrêmement marqués. Il y a eu des compensations? Il y a eu des compensations, je ne dis pas indemnisation, parce que ce n'est pas des compensations qui ont été basées sur la valeur immobilière des biens détruits, puisqu'ils n'étaient pas propriétaires par définition, c'était une fondation pieuse. On va dire que le préjudice d'expulsion a été compensé, et c'est ce qui d'ailleurs a permis d'acheter d'une certaine manière leur silence à ces familles qui étaient modestes et pauvres. C'est du logement social d'une certaine manière. Mais c'est une communauté qui est encore bien vivante. Et encore une fois, c'est une communauté qui a une mémoire et dont il manquait son histoire, en fait. Et vous exhumez cette histoire aujourd'hui.